Bonjour et bienvenue dans Ça Papillonne, le podcast qui t'aide à faire évoluer tes habitudes au travail de manière efficace et engageante. Je suis Rosanne Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle et chaque semaine, j'explore des thématiques variées autour de la gestion du temps et de la formation. Je te partagerai des conseils pratiques pour une meilleure organisation au travail et des histoires inspirantes pour t'accompagner sur ton chemin de formation. Ce qui m'importe, c'est de t'aider à faire un pas de côté, d'observer tes comportements au travail, de prendre du recul et j'espère te faire avancer. Chaque épisode est une opportunité d'explorer de nouvelles idées et d'acquérir des compétences. Installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis hyper contente de te retrouver. Et cette semaine, j'aimerais te partager les erreurs que je rencontre le plus fréquemment dans mes groupes de formation, chez les personnes en fait qui sont stagiaires, les erreurs d'organisation qu'elles font. Et je vais commencer par la toute première qui rassemble énormément de personnes. On va dire que c'est la number one sur la liste des erreurs que tout le monde fait. C'est d'avoir une to-do à rallonge. C'est-à-dire, bon, je pense que le titre est assez clair, mais au cas où, la to-do à rallonge, déjà, c'est donc une liste de choses à faire en vrac qui fait la taille de mon bras, voire de ma jambe, voire celle de Wembanyama. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce que déjà la liste des choses qui sont là sont en vrac. Il y a pas d'ordre de priorité à l'intérieur. On ne sait pas par laquelle en fait commencer. Tout est mis en vrac. De la plus simple, à la plus compliquée, de la moins urgente à la plus urgente, de la plus importante à la moins importante. Tout est mélangé. Il y a pas d'organisation à l'intérieur de cette to-do. Et de l'avoir à rallonge en fait, de l'avoir très, très grande, les personnes qui vont avoir cette to-do là, vont avoir l'impression qu'elles vont pouvoir faire toute cette to-do dans une seule et même journée de la semaine. Et d'avoir cette to-do hyper longue est hyper décourageant. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, les personnes, elles ont juste à prendre un bâton, puis se taper dans le dos pour, oh là là, se flageller. J'ai pas réussi à faire tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. C'est normal. Donc déjà, mettez à la poubelle votre to-do à rallonge et ouvrez une to-do qui soit un petit peu plus intelligente avec une organisation sur les priorités, une organisation, enfin en tout cas une information sur la durée de la tâche et éventuellement programmer des tâches plus tard en fait parce que tout n'est pas à faire aujourd'hui. Donc déjà, on va peut-être se contenter de faire quelques tâches, 2, 3, 4 tâches, 5 grand maximum si vraiment elles sont toutes petites, mais des grosses tâches, on peut en avoir que 2 dans une seule journée et il n'y a pas de problème. Mais au moins, ces 2-là, elles seront faites. Et au moins, à la fin de la journée, on va être satisfait de sa journée. J'ai fait ce que j'avais à faire. Donc cette première grande erreur en fait que je retrouve très souvent, ça donne beaucoup de culpabilité en fait aux personnes. Elles ne se sentent pas capables, elles se sentent nulles, elles ont une très petite estime d'elles, mais c'est normal, personne ne peut faire une to-do à rallonge dans une seule journée, c'est impossible. Donc là, à partir de ça déjà, on peut se dire qu'il y a des choses à faire, des choses à travailler. La deuxième qui est complètement liée à cette to-do à rallonge, c'est de ne pas avoir de priorité, c'est-à-dire de ne pas avoir d'objectif clair. Quand on a un objectif ou plusieurs objectifs dans l'année, ça peut être plusieurs objectifs petits ou alors un seul gros, les tâches qui vont être prioritaires vont être ceux qui répondent à cet objectif. Donc si cet objectif ou ces objectifs ne sont pas clairs et déterminés et définis dès le départ avec, alors vous tout seul si vous travaillez tout seul ou avec votre manager si vous êtes salarié ou même avec votre manager, vous êtes manager, vous avez peut-être un N+1, bref, n'importe qui doit programmer sa journée, programmer sa semaine, programmer son mois, programmer son année, doit avoir des objectifs clairs pour suivre, pour atteindre en fait cet objectif, il faut que les tâches rentrent à l'intérieur de ça. J'espère que j'étais assez claire là-dessus, mais je vais me reformuler. Si vous avez des tâches qui ne répondent pas du tout à ces objectifs, pourquoi vous les feriez? Quelle est la raison qui ferait que vous fassiez cette tâche? Donc, il faut vraiment vous poser la question, est-ce que ça sert mes objectifs? Est-ce que ça sert mes intérêts de faire toutes ces tâches? Alors, aujourd'hui, on en vient de répondre à la question, mais de faire toutes ces tâches tout court.
Donc voilà, c'est une deuxième problématique que je vois souvent, c'est qu'en fait les personnes, elles savent à peu près en fait ce qu'elles ont sur leur fiche de poste, mais elles n'ont pas conscience de leur valeur ajoutée, c'est-à-dire des tâches à haute valeur ajoutée, celles sur lesquelles on les attend. Elles pensent que tout est important et tout est avec enjeu. Or, peut-être que s'il y avait échange avec un N+1, elles auraient des thématiques qui ressortiraient plus que d'autres, et c'est là qu'il faut qu'elles mettent leur énergie. La troisième erreur que je rencontre évidemment très souvent, c'est de dire oui à tout sans rien dire. Bien sûr que quand, on a une tâche qui nous est donnée parce que de toute façon ça appartient à notre liste de tâches, à notre, fiche de poste, évidemment qu'on ne peut pas dire non à cette tâche-là. Par contre, sans poser de questions, c'est une grosse erreur. Sans négociation, c'est une grosse erreur. On peut dire oui, évidemment, on va dire oui à cette tâche-là. Le problème, c'est de dire oui sans condition. Donc là, ce qui est important de retenir, c'est qu'il va falloir commencer un petit travail de négociation, de questionnement auprès de la personne qui va vous donner cette tâche pour que ça réponde, en tout cas, ça rentre dans votre journée sereinement. Si vous êtes déjà en train de faire une tâche, le but du jeu, c'est au moins de finir cette tâche-là pour en commencer une autre. Donc, il y a plein d'hypothèses comme ça qui peut sortir par rapport à ces questionnements-là, la durée, la date butoir, l'importance, l'enjeu, tout ça, c'est hyper important de le connaître. Et on va adapter notre planning, ce qu'on avait à faire, par rapport aux réponses en fait que notre interlocuteur va nous donner. Et si notre interlocuteur, c'est notre N+1 direct, on peut aller jusqu'à lui redemander ses priorités. Est-ce que finalement, cette tâche-là, si je la fais, est-ce qu'on accepte que l'autre que j'étais en train de faire, on la laisse de côté? Il ne faut pas hésiter à discuter. Ça s'appelle pas d'être, comment dire, une tête brûlée ou d'être insolent ou pas du tout en fait. Le but du jeu là, c'est de travailler sereinement et en communication avec son N+1. Quand on est indépendant, par contre, de dire oui à tout, ça va surtout être des demandes de pairs, donc d'autres indépendants qui peuvent vous demander des choses ou des clients ou des prestataires qui peuvent vous, voilà, réclamer des informations. Le but du jeu là, c'est aussi de faire le tri entre ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. C'est toujours dans la même idée de respecter ses objectifs, respecter ses propres enjeux. Et ça peut aussi, le fait de dire non, et là ça peut être un non catégorique, hein, sans pour autant expliquer quoi que ce soit. Ça peut être un non sur des soirées, sur des événements, des choses qu'on vous demande gratuitement, voilà, bénévolement. Est-ce que tu pourrais intervenir ci, intervenir là? Mais si on est fatigué, si on n'a pas passé assez de temps avec sa famille, si on n'a pas fait ce qu'on voulait faire pour soi avant, on risque de culpabiliser d'aller à ces invitations-là. Donc là aussi, on doit pouvoir faire le tri entre ce que l'on accepte pour nous, de savoir se mettre nous en avant, enfin non en avant, en tout cas en premier, nous sommes notre propre priorité. Et à partir de là, on acceptera que ce qui nous fait vraiment plaisir ou ce qui nous rapportera quelque chose derrière. La quatrième erreur que l'on fait, que certains font, là c'est pas tout le monde, là c'est clairement certaines personnes, ça va être des personnes qui vont justement ne rien noter et tout garder en tête. Alors bizarrement, c'est quand même des personnes assez jeunes, parce que les personnes un peu plus mûres et un peu plus âgées ont compris qu'on ne pouvait pas tout garder dans sa tête. Le cerveau, à quoi sert-il? À réfléchir, à être créatif, mais en aucun cas à stocker. Ou en tout cas, des beaux souvenirs, éventuellement, bien sûr. Mais tout garder en tête est une très grosse erreur parce qu'en fait, on peut se réveiller en milieu de la nuit et se dire «Ah, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça». La seule et unique solution à cette problématique-là, de vouloir tout garder en tête, c'est de prendre conscience que notre cerveau n'est donc pas fait pour stocker, que l'on n'est pas du tout productif ni créatif quand on a tout comme ça en tête. Et la seule solution, c'est de noter. Donc la bonne raison, c'est une charge mentale qui diminue.
La bonne solution, c'est de noter. Alors, vous faites comme vous voulez. Vous prenez un papier, un crayon, vous prenez un carnet, vous prenez un post-it, vous prenez une application sur votre téléphone, vous mettez ça sur votre ordinateur. Moi, je m'en fiche. Du moment que ce soit pas éparpillé de partout. Donc, c'est vrai que les post-it, c'est pas la meilleure idée, mais ça dépend comment on s'organise. Si le post-it, il y a tout marqué dessus et que c'est un post-it dans la journée, bon, il y en a qu'un. Why not? Par contre, tout le reste des outils sont évidemment les bienvenus. Et le fait de noter, ça allégera déjà une partie dans votre cerveau. Et c'est sûr qu'on ne l'oubliera pas parce qu'on l'a noté. Donc c'est une charge mentale en moins, c'est un poids en moins. C'est comme si vous preniez un gros vase avec des billes et vous enlevez bille par bille dans ce gros vase et vous allez voir que le vase va se vider et forcément va être plus léger. Donc c'est exactement pareil sur votre tête. Si vous rentrez du travail dans votre voiture et vous faites un petit récap dans votre tête en disant alors purée ça j'ai pas fait ça, ça j'ai pas fait ça, c'est pas du tout la bonne solution. Si vous avez ce problème-là, la seule solution à faire, c'est avant de partir du travail, de se prendre 5 minutes et de noter tout ce qu'on n'a pas fait. Comme ça, on est sûr que le lendemain, on n'est pas en stress, en fait, tout simplement, parce qu'on arrive déjà au travail en sachant que l'on a noté la veille ce qu'on n'avait pas fait et ce qu'on ne va pas oublier. Donc, c'est une vraie aide dans la charge mentale. La cinquième idée, la cinquième erreur qu'on peut ne pas faire, qu'on peut faire, pardon, le beau lapsus, c'est ne pas se fixer de limites. Alors, ça va être dans plusieurs cadres, hein, ces limites-là. C'est ces limites avec soi-même déjà. Dire qu'on n'a pas de limite sur la durée de travail, on n'a pas de limite sur la charge de travail, on n'a pas de limite sur le fait de dire oui à tout, on n'a pas de limite pour soi, donc aux limites, on n'a pas de respect pour soi. Euh, et du coup, c'est vraiment important de se dire qu'on travaille pour vivre et qu'on ne vit pas pour travailler. C'est-à-dire que c'est un moyen, le travail, comme un autre, un moyen pour vivre sa vie, pour profiter de la vie, pour s'offrir des choses, pour voyager, pour faire voilà, des choses en dehors de notre travail. Mais le fondement de notre vie n'est pas de travailler. Ça a été longtemps comment dire, un leitmotiv en fait pour des personnes d'une autre génération qui sont, voilà, mes parents, mes grands-parents. Travailler enfin, il fallait travailler pour vivre. Il y avait pas de limite. On travaillait, voilà, c'était le cœur de leur journée. Il fallait travailler. Maintenant, on vit différemment. On travaille en effet évidemment pour vivre, mais pas uniquement pour travailler. C'est-à-dire qu'on va s'offrir, on va utiliser le moyen qu'est le travail pour faire quelque chose à côté, pour s'offrir une maison, pour investir, pour faire des voyages, pour prendre la retraite à 40 ans. Il y a plein de choses, il y a plein d'idées possibles. Il y a des gens qui vont travailler à l'autre bout de la planète et qui arrivent très bien et qui profitent de la vie. Et ils utilisent le travail pour faire ce qui leur plaît le plus. Alors évidemment, si on travaille dans un domaine qui nous passionne, c'est encore plus plaisant. Mais parfois, on n'a pas le choix que d'avoir un travail qui nous fait juste nous fait gagner juste de quoi vivre. Et c'est et aussi très bien, c'est chacun ses choix. Mais pour autant, on a quand même une vie à côté du travail. Et du coup, on a comment dire, cette, on a cette idée, on a gardé l'idée en fait des générations anciennes que fallait bosser dur, fallait se donner corps et âme à son patron, il fallait absolument, voilà, pour que voilà, le travail était le cœur de toute vie. Et c'est non seulement en train de se basculer avec les nouvelles générations, mais les plus anciennes qui travaillent encore aujourd'hui gardent ce leitmotiv-là. Et du coup, elles n'ont pas de limite. Euh, mais bizarrement, et je vais dire un truc complètement contraire, c'est que parfois aussi ce sont des personnes plutôt jeunes qui ne vont pas avoir de limite parce que je sais pas, elles ont eu un modèle comme ça, des croyances qui font qu'il faut absolument répondre à toutes les demandes en fait dans le cadre de notre travail. On ne peut pas, ça n'est pas possible parce que en fait à la fin on va finir en burn-out.
Ne pas se fixer de limites, c'est vraiment, quelque chose de très dangereux pour soi-même. La sixième erreur que, je rencontre aussi, et qui fait partie en fait des grands principes de la gestion du temps, c'est l'erreur de commencer par ce qu'on préfère faire dans la journée. Or, le grand principe, et je suis assez d'accord avec celui-là, il y en a d'autres avec lesquels je suis un peu moins d'accord, le grand principe, c'est de manger une grenouille tous les matins. Donc commencer par ce qu'on préfère, pour moi, c'est une erreur. Manger la grenouille le matin, c'est évidemment dans un sens, imagé. Ça va être le fait de commencer par une tâche qui va être compliquée, qui n'est pas très agréable. Je vous mets au défi de manger une grenouille, c'est pas le truc le plus sympa à faire. Donc du coup, là où le cerveau est le plus efficace, donc je parle pour les personnes qui sont très efficaces le matin, on va pas utiliser cette énergie du cerveau et cette efficacité et cette lucidité du matin à faire des choses qui sont hyper simples pour lui, pour notre cerveau, qui sont faciles, où il y a du plaisir. D'une part parce que c'est dommage d'utiliser cette énergie-là pour faire quelque chose de simple, et d'autre part parce qu'on ne voit pas le temps passer quand on fait quelque chose qui nous plaît. Donc du coup, de commencer par une grenouille, de commencer par une tâche qui est complexe, nouvelle, longue, difficile, ça va, on peut y mettre une durée, hein, c'est-à-dire qu'on va pas non plus passer la matinée entière en 4 heures à faire, que cette tâche-là. Mais au moins j'en fais un gros morceau et je serai fière de moi. Je me mets une limite de temps, voilà, et puis après je peux m'attaquer à quelque chose qui me fait plaisir. Du coup, c'est vraiment l'idée que d'utiliser notre cerveau, pour des choses qui sont les plus utiles, parce qu'en général, les tâches les plus complexes, les plus compliquées, les plus dures, les plus longues, les nouvelles peut-être aussi, peuvent être des tâches avec un gros enjeu derrière. Donc si on ne fait pas cette tâche-là, eh ben, on va avoir des problèmes derrière, ou ça va complexifier notre situation, ou on va perdre de l'argent. Bref, l'enjeu est très fort. Donc le fait de commencer au moins par celle-là, c'est toujours ça de gagner, parce que moi je dis tout le temps, 1 vaut mieux que 0. Donc merci Fabien Olicard pour, ce mantra moi que j'ai, au travail. 1 vaut mieux que 0. C'est toujours ça de fait, parce que, c'est aussi la technique des petits pas, hein, c'est tout pareil. C'est qu'au moins on a commencé l'action, on se met en mouvement, et on c'est toujours mieux ça que de ne n'avoir rien fait, tout simplement. Donc, commencer par ce qu'on préfère, c'est vraiment, procrastiner sur les tâches qui ont un très, très fort enjeu, et de toute façon, vous avez le reste de la journée pour faire quelque chose qui vous plaît, en fait, finalement, vous avez la satisfaction. Ça peut être une carotte aussi, tout simplement. Si je fais cette tâche-là qui me plaît pas, je vais pouvoir faire la tâche qui me plaît après, et ce sera ma récompense. On peut voir ça comme ça. La dernière option, la dernière erreur que, beaucoup de personnes font, parce qu'on est tous pris par les outils numériques, par les nouvelles technologies, ce sont les notifications. Et s'il y avait une seule action que je vous proposerais de faire aujourd'hui, c'est de couper les notifications de vos mails, et sur votre téléphone et sur votre ordinateur. Donc il y a rien de plus simple. Sur l'ordinateur, si vous utilisez Outlook, c'est dans, les paramètres du logiciel, et pareil sur votre téléphone, c'est dans les paramètres. Il y a rien de plus compliqué, mais cherchez-le. Pourquoi? Parce que en fait, notre regard va être pris sur la notification du téléphone, sur la notification de l'ordinateur avec la petite enveloppe qui apparaît en bas à droite à côté de l'heure. Mince, il y a un nouveau mail, il faut absolument que je réponde. Quelle est la croyance? D'où vient-elle que l'on doit absolument répondre à un mail dans la seconde? Je ne vois pas. À moins que ce soit, et dans un cadre très précis, la directive, du dessus, en fait, de notre direction, qui dit que, et parce qu'on est à un poste bien précis, que toutes les réponses doivent être rendues, je ne sais pas moi, dans les 30 minutes. On a 30 minutes pour répondre à un mail. C'est vraiment dans des cas très particuliers, dans des métiers très particuliers. Les personnes qui, sont sur un standard, on va leur demander de répondre à un appel au bout de 3 sonneries grand maximum. Ce sont des impératifs, comment dire? Pour répondre en fait à une satisfaction client, et c'est tout.
Après derrière, s'imposer ce genre de choses-là n'est que perte de temps, parce qu'on va se couper dans nos tâches. On va s'arrêter peut-être dans une tâche qui était très prioritaire, très importante, avec très fort enjeu pour une petite connerie qui arrive par mail, une information sur laquelle d'ailleurs vous êtes peut-être en copie juste pour information. Donc, d'avoir ces notifications qui sont coupées vous permet de choisir le moment d'aller voir vos mails. Alors évidemment, quand je parle des notifications, on peut aller voir beaucoup plus large, hein, les notifications LinkedIn, les notifications des messages, les notifications de tout ce que vous voulez sur le téléphone. Sur l'ordinateur, c'est principalement Teams et Outlook. Donc Teams aussi, rien ne vous empêche de vous mettre en occupé pour être plus tranquille. Alors évidemment, si on est en occupé toute la journée, vous n'êtes plus crédible en fait, tout simplement. Par contre, on peut parler avec ses collègues en disant le Teams, moi je me mets en occupé tous les matins entre telle heure et telle heure, je suis pas joignable. Eh ben ok. Et ça peut être une règle de vie dans la société, dans l'équipe, pour ne pas déranger l'autre personne, pour qu'elle soit dans sa perte d'efficacité. Et peut-être qu'une autre personne, ça va être entre 11 heures et midi parce qu'elle est hyper efficace et qu'elle est comment dire, elle ne fait pas partie des personnes qui sont hyper efficaces entre 8 heures et 11 heures, mais hyper efficaces plus tard. Il faut respecter aussi ce genre de choses-là, mais ça, on en reparlera de toute façon. En tout cas, les notifications, c'est un vrai fléau dans l'efficacité au travail. Et je pense qu'il faut simplement peut-être montrer l'exemple, mais au moins on pense à soi et on va couper tout ça pour être plus efficace et plus rapide sur nos tâches et passer à autre chose très rapidement et choisir les moments où on va faire les choses comme regarder ses mails et y répondre. Bon, j'ai fait le tour. Bien sûr, il y en a d'autres, parce que même moi, en listant ces 7-là, j'ai dévié. Mais c'est les principales que je retrouve dans les groupes en général, auprès des personnes, qu'elles soient salariées ou indépendantes. Je vous assure que tout ça revient régulièrement. Et je pense que même vous, toi, la personne qui m'écoute en ce moment, mais toutes les personnes qui vont m'écouter, je suis sûre qu'elles vont au moins se retrouver dans minimum une des erreurs d'organisation que je viens de citer. Je vous les rappelle. Faire une to-do à rallonge, ne pas avoir de priorité, dire oui à tout sans rien dire, tout garder en tête, ne pas se fixer de limites, commencer par ce qu'on préfère et ne pas couper les notifications. Voilà, ça c'est le minimum en fait quand on a des améliorations à apporter dans son organisation. Je vous mets au défi d'en mettre au moins une en place et vous pourrez me dire en commentaire ce qui s'est passé. Voilà, l'épisode est terminé. C'est du pratico-pratique aujourd'hui et j'espère que vous allez pouvoir mettre en place tout ça pour un petit peu améliorer votre quotidien. Je vous souhaite une très bonne journée et à la semaine prochaine. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, à laisser un avis ou des étoiles et à partager avec tes amis. Je suis aussi à ton écoute. Alors propose-moi des sujets à aborder et je me ferai un plaisir de creuser le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante. Salut!